bilan aussi, à l'instar donc de mes prédécesseurs du Mali et du Tchad, une situation concernant le Burkina Faso. Bien évidemment, quand on aborde ces questions-là, on a l'impression qu'on est sur le même territoire et que les paramètres ne sont pas très distinctifs les uns les autres. Bon, je vais essayer là de donner quelques lignes de démarcation et de donner surtout une analyse. Parce que pour nous, moi en tant que responsable du collectif contre la corruption et la démocratie au Burkina et aussi président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples de la section française, ces questions-là sont aussi liées à la question des droits des individus, même des ethnies. Et j'aborderai bien sûr ce volet-là à la fin de mon intervention en liminaire. Bon, il faut dire une chose, c'est que les conflits intercommunautaires à l'oreille occidentale sont comme s'ils étaient revenus dans les temps anciens de l'Afrique sauvage. C'est un peu ça qu'on nous sert un peu ici. Hein. Au départ, on nous disait, voilà, écoutez, ils sont en train de s'entretuer à la guerre là-bas. Mais dans le fond, c'est même pas la guerre, c'est des ethnies qui sont en train de se tuer. Donc en réalité, on est en train de nous placer sur un autre plan pour dire, ben écoutez, en Afrique, là, c'est pas la guerre comme vous la connaissez en Occident. C'est des sauvages qui sont en train de s'entretuer. Il faut faire attention à cela. Alors, une fois que j'ai mis cet élément en place, il faut maintenant replacer les faits. Dans le fond, la question des ethnies a toujours été dans la constitution sociale des États africains. On n'a pas de problème avec les ethnies. Si en Occident les États sont constitués en faisant table rase des ethnies, parce qu'il y a dans toutes les sociétés urbaines, il y a eu des ethnies de base. En Occident, ça a existé. Hein? On ne va pas refaire l'histoire. Mais si aujourd'hui en Afrique, les différents États sont constitués aussi avec une base sociale de reconnaissance des ethnies, tout à l'heure, le professeur Balam évoquait la question des langues. Les langues sont liées aux ethnies. Donc, on ne peut pas faire table rase de ça. C'est la réalité sociale et c'est la réalité politique. Mais maintenant, comment se fait-il que nous soyons aujourd'hui aux prises avec cette réalité sociale? Si on prend la question des Peuls et des Mossi, pour ce qui concerne globalement donc, le cas du Burkina, c'est deux ethnies qui ont toujours vécu avec donc des attributions sociales de productivité différentes, à savoir que les Peuls ont toujours été dans la productivité du lait et tout ce qui est dérivé du lait, et les agriculteurs Mossi, globalement, ont toujours été dans la production des céréales. En fait, ces divisions ethniques sont les divisions donc, du travail social, de la production locale, des productions des États. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un recul dans l'histoire, ce n'est pas une arriération politique que d'avoir des ethnies avec des répartitions de rôles sociaux. Cependant, si aujourd'hui nous constatons sur les différentes aires qui ont été présentées, à savoir le Tchad et le Mali en l'occurrence, et j'ajoute donc le cas du Burkina, si nous constatons aujourd'hui des conflits intercommunautaires, c'est tout simplement que nous sommes devant des conséquences de beaucoup de facteurs. Je voudrais juste, dans un premier temps, établir la réalité présente, malheureuse, de l'absence des États à partir des différentes zones dites rurales dans les différents pays considérés. Si nous quittons, pour le cas du Burkina, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, dès lors qu'on franchit 100 km plus loin de la capitale, nous sommes dans la ruralité. Et dans cette ruralité, le pouvoir est organisé différemment. Les gens vivent avec une conscience très peu élevée et une connaissance surtout de l'existence de l'État moderne. Donc c'est un fait réel. Mais cela étant, l'État et les États néocoloniaux se sont adossés sur l'ignorance de cette réalité par les populations pour tirer les ficelles à tout moment. D'où ce qu'on a vu dans un premier temps ce matin avec l'achat des consciences avec
quelques billets de banque, quelques céréales, etc. Parce que c'est l'abandon des États dans ces zones-là a contribué fortement à l'appauvrissement des populations dans ces zones. En d'autres termes, ce qui est un appât en réalité, parce qu'une fois qu'on a appauvri les populations, elles sont permissives à toutes sortes d'achats, de conscience. Ça devient une marchandise bon marché. J'emploie ce terme exprès. Pourquoi c'est une marchandise? Parce que dans les États néocoloniaux que nous vivons, qui sont les nôtres, la question foncière n'a jamais été réglée. On a toujours laissé le foncier aux mains de la tradition, alors que dans le même moment, les pouvoirs politiques en place ont utilisé donc le droit coutumier pour s'accaparer des terres. Donc on se retrouve donc dans un cas de figure où tout de suite, tout le monde a compris que le foncier est tellement intéressant que tout le monde s'est jeté à bras raccourcis dessus, et il y a eu donc la pression foncière. La pression foncière a exacerbé la libéralité des terres pour à la fois les peuls et les cultivateurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès lors que la transhumance n'est plus possible sur un territoire donné pour les peuls avec leurs vaches, etc., ça devient un problème critique, d'autant plus que ceux qui cultivent, les agriculteurs, n'ont plus assez de terre non plus, parce que la pression, elle est partout. Donc, le moindre petit conflit devient un problème majeur dans l'espace considéré. Et alors, déjà, les régulations, je dirais simplement et locales, les règles, donc, les normes de règlement de conflits interethniques ont aussi subi une fragilisation généralisée, et les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les pouvoirs ruraux, n'étaient même plus en mesure de gérer ça. Donc on se retrouve avec deux situations de faiblesse généralisée, à savoir l'espace rural qui n'est plus en mesure de rien gérer, l'espace moderne qui a abandonné ses propres populations. À cela s'ajoute un troisième ingrédient, c'est le terrorisme. Au Burkina Faso, vous savez, pour nous, Burkinabés, la question du terrorisme est une question nouvelle. Mais en fait, elle est nouvelle si on ne fait pas d'analyse prospective. Elle est nouvelle si on reste juste devant notre miroir là, et on se regarde en face, on ne voit pas l'avenir. Mais la question, elle était prévisible il y a longtemps. Dès lors que le Mali a été touché par cette question, nous, en tant que Burkinabés, nous avons tout de suite compris que nous étions de toute façon exposés de la même façon. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de miracle dans la matière. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a commencé à frapper le Burkina, on a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je vais passer rapidement les raisons qui sont multiples par rapport à la pénétration, passez-moi l'expression, du terrorisme chez nous. Mais il y a bien évidemment, depuis 2014, l'éviction de Blaise Compaoré, le dictateur renommé que tout le monde connaît, et qui est maintenant l'hôte préféré de Ouattara, Alassane, en Côte d'Ivoire. Bon, il s'agit tout simplement de donner cette situation pour faire comprendre que le défi a été lancé par les pouvoirs et tous les débris de Blaise Compaoré, que dès lors qu'on l'évincera du pouvoir, le Burkina ne vivra plus en paix. Pourquoi cette question? Parce que tout simplement, pendant le régime Compaoré, les Yagarali avaient donc pieds et couverts, tout ouvert sur Ouaga, hôtel laïco. Ils avaient des appartements personnalisés où ils faisaient le va-et-vient entre le Mali et Ouagadougou. Donc, cette connivence du pouvoir a été révélée et on nous a donné une raison qui est tout à fait dramatique, suicidaire, irresponsable, à savoir que c'était la meilleure façon d'empêcher la pénétration du terrorisme au Burkina Faso.
Donc il faut accueillir les terroristes à la maison pour les empêcher de tirer sur les autres. C'est intéressant comme hypothèse politique. Mais enfin, passons. Vous voyez, donc cet argument a été là posé, nous l'avons vécu, et maintenant, on s'est bien rendu compte que si la manne que Blaise donnait aux terroristes a été asséchée, alors on se retrouve dans une situation de conflit ouvert avec le pouvoir en place. C'est un des arguments qui est expliqué. Mais dans le cas, il faut se poser une question. Qui est victime de la situation? Et qui tire les marrons du feu? Nous avons vu, on a entendu tout à l'heure avec nos amis maliens, la succession des forces d'interposition. Serval, Barkhane, maintenant nous avons la MINUSMA qui écume partout et qui vit avec quelques subsides et qui dit souvent surtout qu'il faudrait mettre un petit peu de développement pour essayer de calmer un peu tout ça parce que c'est une catastrophe généralisée. Mais le fait est que Barkhane est à Ouagadougou. Le fait est qu'il n'y a pas que Barkhane, il y a les Américains. Nous avons depuis, on a été rejoint par le Canada et je dis par l'Allemagne. Madame Merkel se trouvait donc des velléités intéressantes, donc d'anti-terroristes, n'est-ce pas? Et tout le monde arrive à Ouaga parce que c'est intéressant de se rebattre. C'est la nouvelle forme d'injection des puissances impérialistes dans nos pays. Il n'y a pas d'autre mot. Nous devons comprendre que tant que nous accepterons la domination sous quelque forme que ce soit, si hier c'était des guerres qu'on a menées ailleurs, rappelez-vous, avant 89, on avait le bloc des deux. Après 89, on a rassemblé tout le monde, on a mis tout le monde dans le même mouvement. Allez-y pour la mondialisation. Néolibéralisme oblige, on ne veut plus rien entendre. Tout le monde s'est embarqué. Il y avait le précaré africain là, et il fallait trouver quelque chose quand même quelque part pour le remettre sur les rails du néolibéralisme et de la mondialisation. Et il s'en est fallu de peu, la petite étincelle terroriste a suffi pour que les choses aillent dans ce sens. Et aujourd'hui, comment peut-on penser qu'il y a une réelle politique de mettre fin au terrorisme avec tout l'armada qu'il y a, que dans le petit territoire du Burkina, on ne puisse même pas repérer des gens qui écument les populations matin, midi, soir et qui tuent des dizaines de gens tous les jours que Dieu fait. Comment peut-on expliquer qu'avec toute la disposition et la technicité donc des renseignements, on ne puisse pas enfin mettre la main sur ces fameux terroristes? Comment peut-on expliquer? Il y a la semaine dernière, le directeur premier d'Interpol s'est présenté à Ouagadougou pour prêter ses mains fortes au renseignement. Mais il ne faut pas beaucoup pour se moquer des peuples africains. Il n'en faut pas beaucoup. C'est-à-dire que depuis 2012, le Mali est couché. On est en train de coucher le Burkina. Et maintenant on dit, ah, il y a des forces Interpol, il y a des forces de renseignement qu'il faut dépêcher enfin pour essayer de sauver ces populations. Mais ça montre une chose, c'est que nos États n'ont rien à proposer. Nos États ont failli totalement. Parce que sinon, il n'y a pas de raison que tu appelles ton voisin pour s'occuper du voleur qui vient chez toi. Je ne peux pas comprendre comment ça peut se passer. Alors, donc, disons-nous une chose. On m'a dit de faire une conclusion provisoire. Alors, il reste quand même une question importante. Parce que, dans la question des terroristes, où on a instrumentalisé l'islam, on a instrumentalisé les groupes, et surtout on a instrumentalisé la jeunesse. C'est une question importante parce que si nos jeunesses africaines
rentre dans le cycle infernal d'espérer un avenir en se faisant enrôler dans le djihadisme, nous sommes encore très loin d'ouvrir des brèches d'état de droit, de développement donc de la société et surtout de nos communautés rurales. C'est très important. L'autre élément par rapport au terrorisme, c'est quoi? C'est que la déliquescence des États, ajoutée à la faiblesse terrifiante, à la fois formation et matériel, etc., de nos armées, donne un spectacle désolant qui est très important pour nous, en tant que mouvement burkinabé de l'homme et des peuples. C'est la question de l'atteinte des droits et la question du droit à la vie. Parce qu'en réalité, derrière tout cela, il se passe des choses inimaginables. Il se passe des exécutions sommaires. Et les États les plus véreux, qui ne peuvent pas maîtriser et qui n'ont pas la responsabilité donc de leur place, qui ne sont pas responsables, donc assez responsables de leur rôle, profitent donc de cette situation de nébuleuse terroriste pour éliminer aussi des opposants politiques. Je vais vous donner un exemple. Au Burkina Faso, il existe une organisation qui s'appelle l'Organisation démocratique de la jeunesse. C'est une organisation très combattante, organisée sur des principes démocratiques et qui organise toute la jeunesse du Burkina sur tout le territoire du Burkina. Il n'y a pas si longtemps, 2 responsables donc, de cette organisation ont été sauvagement assassinés. Alors qu'ils étaient convoqués chez le Haut Commissariat. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'État a fermé tout discours autour de ça. On demande même l'autopsie de ces jeunes, on ne l'autorise pas. C'est pour vous dire quelque chose, que derrière la question du terrorisme, derrière la question des luttes dites intercommunautaires, il y a une véritable guerre contre les peuples. C'est ça qu'il faut que nous sachions. Il nous faut amener la question à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas l'armée Barkhane, ce n'est pas le Africom ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui vont venir régler la question et mettre le développement en place au Burkina, au Mali ou ailleurs. C'est pas vrai. Ce qui peut se sauver, c'est nous-mêmes. Donc la question, elle est terroriste. La question terroriste est une question de lutte contre les peuples même par rapport à leur propre avenir. Dites-vous une chose, et là je vais ailleurs pour conclure rapidement la provisoire, à savoir que si depuis le conflit afghan, nous sommes toujours enlisés là-bas, je dirais nous, je parle de l'Occident, il est hors de question dans l'échelle historique de penser que demain, il n'y aura plus rien et qu'on va remettre donc le développement en Afrique, ce qui n'a jamais encore eu lieu, excusez-moi, sur les rails, et qu'on va rouler notre bosse tranquillement et remercier ceux qui sont venus nous sauver. Soyons pas naïfs, j'espère que vous ne l'êtes pas, je sais que vous ne l'êtes pas, mais c'est dans cette réflexion que moi je voudrais situer la question. Il nous faut avancer dans l'organisation des peuples eux-mêmes par rapport à cette lutte-là. Et chez nous, je termine là-dessus, réellement provisoire, nous sommes tout à fait dans l'élan que le peuple burkinabé s'organise lui-même. Nous avons déjà appelé, avec d'autres organisations, à ce que là où les peuples existent, qu'ils s'organisent en fonction de leurs propres sentiments, de leurs propres moyens, et qu'on ne compte pas sur quelqu'un, même pas sur l'État, pour régler ces questions-là. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, je termine là-dessus, les organisations d'autodéfense, il ne faut pas les interdire dans nos pays. Il n'y a pas de raison, tant que des règles démocratiques les régissent, tant que des valeurs de sauvegarde de leur territoire les régissent, tant que le droit
est respectée et tant que les règles du jeu sont respectées, il n'y a pas de raison qu'on interdise des milices d'autodéfense. Puisque l'État même s'est révélé incapable de protéger ses propres populations, vous voulez qu'il les protège? Il faut bien que les gens se protègent elles-mêmes. Sinon, on se fait tous harakiri et on dit au revoir à l'État. Non, la question ne peut pas se poser comme ça. C'est trop facile. Donc, moi j'ai dit une chose, qu'il des milices ait fait des exactions, là aussi ça impose un appel du respect du droit. On ne doit pas, parce qu'on a le droit de s'organiser, aller sur des exactions. Mais une fois que on respecte le droit, on a aussi donc ce privilège de se défendre contre l'ennemi. Parce que l'ennemi n'est pas toujours celui auquel on croit. Je vous remercie. Merci beaucoup. On voit bien que la question est d'une grande complexité. Le Tchad, les camarades du Tchad ont bien montré au départ les conflits intercommunautaires comme des problèmes, on va dire, de gestion du territoire, d'aménagement du territoire ou d'insuffisance d'organisation du territoire. Mais très vite, on a vu qu'entre ces faiblesses initiales du État tchadien, ça a laissé justement petit à petit s'installer tout ce qui va occasionner aujourd'hui l'instabilité chronique du Tchad. Le Mali, ce n'est pas différent. Le Burkina Faso non plus. On peut peut-être entendre dans tous les propos là que les trois pays, qu'on est face à des États qui ne sont même pas encore installés. En fait, les peuples n'ont pas encore les États qu'ils méritent pour se développer. Et que depuis que la colonisation et la néocolonisation est installée, ce combat-là n'est pas gagné en fait. Si ce combat n'est pas gagné, il est illusoire de penser qu'on peut gagner tout autre combat. Parce que c'est le combat primordial. Mais je ne vais pas faire moi le débat de ma place. La parole est à vous. Nous avons une demi-heure pour aborder de façon transversale les trois situations en essayant de trouver quels sont les dénominateurs communs, les questions communes, les préoccupations que portent les peuples finalement, et qu'au-delà de ces trois pays, tout intervenant dans la salle qui serait d'un autre pays ou qui connaîtrait la réalité d'un autre pays puisse dire voilà, on retrouve des similitudes, on retrouve des ambiguïtés. Voilà. En tout cas, le débat est ouvert et prend la parole qui veut. J'invite à la concision, s'il vous plaît, pour permettre que le maximum de personnes puissent parler. Il y a un micro baladeur, donc essayons d'aller à la concision, s'il vous plaît. Qui était le premier? Peut-être là. Voilà. Essayons d'être concis, s'il vous plaît. Alors, merci. Merci, Thomas. Je vais être très court. Je commencerai par dire la chose suivante. L'ODJ au Burkina Faso a organisé de grandes manifestations cette dernière semaine avec la revendication suivante: troupes étrangères hors du Burkina Faso. Au Mali, plus d'1 million de personnes se sont rassemblées à Bamako pour dire clairement: troupes françaises dehors. Nous ne sommes pas dupes, vous êtes quelque part responsables de la situation de l'insécurité qui s'installe dans le pays. Au Sénégal, qui n'est pas encore un pays qui n'est pas encore touché, mais qui ne va pas échapper si rien n'est fait à cette vague terroriste organisée d'ici, en direction de l'Afrique, comme le principal prétexte d'une occupation militaire des pays africains. Au Sénégal, des mouvements de jeunes de plus en plus importants disent France dégage. J'ai même entendu, pour parler à mes amis tchadiens, le dictateur Déby parlait même du CFA qui doit dégager. On peut dire donc que
L'enjeu de plus en plus posé en Afrique aujourd'hui est le suivant. Comment traduire en acte politique la mobilisation de plus en plus importante de la jeunesse africaine, des populations africaines, pour faire en sorte que cette occupation militaire cesse de la France, cesse en Afrique. C'est la première clé de l'équation à résoudre. Mobiliser les populations pour faire pression sur les États néocoloniaux et libéraux africains pour que cette force d'occupation militaire de la France dégage de l'Afrique. La deuxième chose que je voudrais dire pour terminer, et ne pas être long, la seule expérience africaine, et je dirais même mondiale, d'écrasement du terrorisme à l'intérieur d'un pays, c'est l'Algérie. Hein? Vous rappelez, dans la période des années 90-2000, l'Algérie a été confrontée au FIS, Front Islamique du Salut, au GIA, au MIA, etc. Et là, il y a eu une bagarre militaire où il y a près de plus de 100 000 morts en Algérie. Entre la population algérienne, qui soutenait une partie de l'armée algérienne, et qui finalement a débouché sur l'écrasement effectivement de dangers terroristes. Et du reflux de la menace de déstabilisation. Je pense qu'une des principales revendications de cette jeunesse qui aujourd'hui se mobilise en Afrique pour que dégage l'armée française, très concrètement, c'est de demander une union militaire panafricaine pour écraser le terrorisme dans nos pays. Voilà. Moi je pense que c'est la principale revendication sur laquelle nous devons travailler. Et si nous devons nous mobiliser et nous organiser dans la diaspora aujourd'hui de façon panafricaine, c'est l'axe principal de notre mobilisation ici. C'est ce que nous pouvons apporter comme appui et non pas remplacer les peuples africains, parce que parfois, parce qu'on vit dans les pays impérialistes, on a parfois l'illusion que nous sommes qui allons apporter la solution. La solution viendra d'Afrique, des peuples africains qui sont en Afrique, et eux ils sont en train de prendre le chemin de la solution. Je vous remercie, camarades. Merci pour la concision, la précision du propos. Voilà, donc c'est un bon exemple à suivre en termes de concision. Les intervenants auront la parole après. Pour l'instant, on laisse parler nos camarades de la salle. Et que ce soit les camarades tchadiens, maliens, vous aurez la parole après pour réagir. Voilà. Oui, toujours c'est camarade Mounir. Je salue tout le monde dans la salle. Ceux qui étaient là au début et ceux qui viennent d'arriver aussi. Effectivement, ce que je voulais ajouter au conflit communautaire et puis au terrorisme, c'est surtout la position de la France. Je crois que tout le monde sait que le général de Gaulle a aussi bien dit. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Ça a été clair depuis au début des indépendances. Donc cette position de la France, moi je trouve c'est pas cette fois surprenant. Mais ce qui est surprenant pour moi, c'est ce que le camarade vient de dire tout de suite là. Pourquoi nos États n'arrivent pas à s'organiser, à faire une force d'interposition, une force qui peut lutter contre le terrorisme. Même le G5 est financé par la France. C'est qu'on n'arrive même pas à financer une force pour notre propre sécurité. Et vous voulez quoi comme indépendance? C'est vrai. C'est vrai, la France peut jouer sur le terrain, comme il a dit quelque part, Jacques Agali était là-bas, il a sauvé. La France ne peut pas tirer Jacques Agali, parce qu'à l'époque, la France avait des otages. Avec Jacques Agali. Donc s'il tire Jacques Agali, ces otages auraient tiré. Il y a la pression intérieure de la France ici. Donc vous voyez, donc la France défend ses intérêts. C'est obligatoire, il défend ses intérêts, les intérêts de ses peuples. Donc nous devons, nos peuples, nos dirigeants aussi devons défendre notre intérêt. Et c'est là que je dois dire, bien sûr, le terrorisme aussi c'est une réalité. Il vient de l'Algérie a lutté 10 ans. Il y a plus de 100 000 morts. Donc il ne faut pas nier que les terroristes n'existent pas aussi. Il y a des terroristes, il y a une civilisation, il y a une guerre de civilisation. Et cette guerre de civilisation, ça va continuer. Il n'y a même pas de solution. Il y a l'islam radical, il y a ça qui s'oppose. Quand on ne veut pas, il y a un terrorisme. Le terrorisme est là, et maintenant l'impérialisme joue sur le terrorisme, fait faire de pression pour couper nos ressources. Voici le jeu qui est là. Donc ce que moi je demande, il faut que les États s'organisent pour mettre une
armée robuste qui peut lutter comme l'OTAN. L'OTAN est là. On ne peut pas attaquer l'OTAN. Si la France est faite, l'OTAN va venir au secours. Pourquoi nous, on ne peut pas faire une force comme ça pour lutter contre le terrorisme au Sahel? Et puis c'est fini, le Burkina est enragé. Comme on veut ou pas, le Burkina est dans le donc c'est bien qu'on s'organise vite fait. C'est vrai, le G5, on parle du Niger, le Tchad, le Mali, mais on ne parle pas tellement de Burkina, ça m'étonne. Il faut que le Burkina soit intégré dans le G5 Sahel. Ça doit être clair et net. C'est ça que je voulais ajouter à ça. Il faut une force multinationale pour lutter contre le terrorisme. C'est ça. Merci. Oui.